Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Et ils l'ont fait, ils l'ont ramené, mesdames et messieurs. Regardez la coupe de la Ligue est sur le plateau d'Alsace 20 ce soir. On est super fiers d'accueillir dans quelques instants le président, évidemment, du Racing Club de Strasbourg qui a porté son équipe. C'est Marc Keller. Nous recevrons le co-capitaine Jonas Martin. Ça sera dans quelques minutes sur cette scène. Sabrina Keller, la présidente de Femmes de Foot, recevra l'emblématique président d'honneur du Racing Club de Strasbourg-Alsace, Egon Guindorf. Et regardez ces images, c'était en 2005 la première coupe de la Ligue. Et enfin, c'est un robot mixologue qu'on vous présentera dans quelques minutes avec Tanguy Flores. C'est nouveau et ça se passe à Strasbourg. Avant cela, eh bien, c'est le JT. Il est préparé et présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous. Et à la une de ce JT, l'œnotourisme a le vent en poupe. Les assises de l'œnotourisme se tenaient en Alsace, l'occasion de mettre un coup de projecteur sur ce secteur en plein développement. Il a attiré 3 millions de touristes en Alsace l'an dernier. Les journées européennes des métiers d'art se dérouleront de vendredi à dimanche. L'occasion de découvrir des métiers parfois rares, comme celui d'émailleuse sur lave. Et puis le 4e meilleur hamburger de France est à déguster à Blotzheim. Nous avons assisté à la finale de la Coupe de France de la discipline à Paris. C'est donc un secteur qui marche. L'œnotourisme continue sa progression dans la région. Avec 3 millions de visiteurs l'an dernier, le vignoble alsacien est un des plus fréquentés de France puisqu'il attire à lui seul près du tiers des touristes de l'œnotourisme en France donc. Alors pour poursuivre ce développement et proposer des offres plus globales, professionnels du vin et du tourisme travaillent aujourd'hui main dans la main. Reportage à l'occasion des assises de l'œnotourisme à Kinsheim, Adeline Piron. Ici on est dans notre galerie historique de la maison. Nicole Bott est une passionnée. Dans son domaine, 7 générations se succèdent depuis 1835. Alors quand des touristes viennent déambuler dans les dédales de sa cave, c'est un peu de l'histoire de sa famille qu'elle raconte à travers l'histoire des vins d'Alsace. Le Loyola est l'ancêtre de la bouteille. Et les vignerons, ils buvaient comme ça au Loyola. Le domaine accueille des visiteurs 7 jours sur 7, de quoi repartir avec des souvenirs plein la tête et des bouteilles dans ses valises. Plus de 50% des ventes sont réalisées en vente directe. Le transport en 1700 se faisait exclusivement par voie fluviale. Les viticulteurs qui sont installés là-dessus, bien sûr, ils ont toujours très soif. Donc on peut voir, ils ont toujours la petite bouteille. Nicole a soif de transmettre son savoir-faire et son amour du vin alsacien. Alors au domaine, elle s'investit et organise balades et dégustations. On organise des balades gourmandes dans la cave. On fait appel à un restaurateur qui nous sert des petits plats. Le plat principal se prend à table qui se trouve ici, qui est dans une ambiance de Noël. Et ce sont des moments assez magiques, assez chaleureux. Et les gens sont très, très heureux de savoir d'où vient le vin, qui a fait le vin. Ils veulent connaître, ils veulent mettre un visage sur les producteurs. Quand ils rentrent chez eux, ils se rappellent les bons moments qu'ils ont passés à la cave et la vente se fait toute seule. Revenir à la source pour comprendre d'où vient le vin et comment il est fait, c'est la tendance du moment. L'œnotourisme a séduit 3 millions de visiteurs en Alsace l'an dernier, ce qui place le territoire sur le podium français, juste derrière Bordeaux et la Champagne. Afin de développer l'offre, professionnels du vin, de la gastronomie et du tourisme se sont donné rendez-vous hier aux assises de l'œnotourisme. Quand on va visiter un vignoble, on veut savoir où on mange, où on dort. Et aussi, il y a tout l'enjeu de la mobilité. Par exemple, visiter un vignoble, ça veut dire que peut-être il va y avoir une navette ou un bus qui va vous y amener. Mais ça veut dire aussi que si vous voulez vous déplacer en famille, il faut trouver aussi une occupation pour les enfants. Donc c'est tous les acteurs du tourisme qui aujourd'hui se réunissent, échangent, réfléchissent, trouvent des idées. Les idées fusent, il faut dire que l'enjeu est de taille. Objectif, faire et refaire découvrir le territoire aux touristes alsaciens, français et étrangers. L'an passé, les ventes de bouteilles de vin ont rapporté 540 millions d'euros. Une manne économique donc. Mais les touristes ne se contentent pas des vignes et des caves. Ils poursuivent parfois leur visite dans des musées ou des parcs animaliers. Avec ses 170 km de route des vins d'Alsace, le secteur a encore de nombreuses cartes à jouer pour se développer pleinement dans la région.
Connaissez-vous le métier d'émailleur sur lave? Si la réponse est non, c'est plutôt normal, car si le métier existe depuis 200 ans environ, il est aujourd'hui en voie de disparition. Et l'école unique risque bientôt de fermer. À Dambar-la-Ville, Sonia Rinaldi continue de faire revivre la roche magmatique à sa façon. Et vous pourrez découvrir son travail ce week-end à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art. Dans toute l'Alsace, 62 ateliers ouvriront leurs portes au grand public. Petit aperçu en avant-première avec Camille Roland. Le travail manuel lui a toujours plu. Mais lorsqu'elle a rencontré la lave, cette matière du feu et de la pierre, ce fut un coup de foudre. Dans son petit atelier situé à Dambar-la-Ville, Sonia travaille la roche magmatique pour fabriquer du mobilier urbain, des objets de décoration, de signalétique ou encore des œuvres d'art. Mais comme le métier, le matériau est rare, la lave est longue à extraire et issue d'un lieu bien précis, les volcans d'Auvergne. La lave qu'on utilise, c'est de la lave de Volvic. Il n'y a que de très rares carrières qui sont toutes dans le même secteur. Et c'est une pierre régionale, du coup, elle se présente comme une roche de profondeur grise, assez dense. Avant, dans cette région, elle était beaucoup exploitée, il y avait beaucoup de carrières. Et puis, comme c'est quand même un métier rare, ça s'est amenuisé jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quelques carrières sur place. Pour travailler la matière, il faut passer par différentes étapes. Couper les plaques de lave, boucher les trous pour la rendre non poreuse et la cloisonner. Il y a beaucoup de techniques. Et on a une douzaine qu'après on peut aussi mixer. Il faut faire beaucoup de recherches personnelles aussi pour trouver les couleurs. Une fois décorée, la lave doit être mise au four. Donc la cuisson, elle dure à peu près 8 heures. Et le refroidissement dure une vingtaine d'heures. Et pour apprendre toutes ces techniques, Sonia s'est rendue à Volvic, dans l'unique école française d'émailleurs sur lave, l'IMAPEC, qui célébrera bientôt ses 200 ans. Il en existe seulement 2 en Europe et pourtant l'école est en danger. C'est un métier très 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 rare. La formation, elle est en danger en fait. Il y a à peu près 5-10 élèves par an. Et pour la transmission, c'est difficile parce que déjà, il faut faire connaître le métier, le produit et intéresser les jeunes à ça. Se faire connaître, c'est justement le plus gros travail pour Sonia et son mari. Pour cela, ils multiplient les salons et les expositions. Au début du XXe siècle, la matière était utilisée en signalétique pour la fabrication des bornes Michelin notamment. Mais aujourd'hui, le métier offre de nouvelles possibilités. Il ne faut pas croire que oui, tout ce qui est en pierre est ancré dans le temps d'une façon négative. Par exemple, dans la gravure sur pierre, moi je propose des choses beaucoup plus modernes. Quand on demande à quelqu'un c'est quoi pour toi une gravure sur pierre, il pense à une pierre tombale, alors qu'en fait il y a 1000 propositions à faire. Et pour la lèvre émaillée, c'est pareil. Le fait de pouvoir mixer les couleurs, les techniques, ça peut être dans n'importe quel endroit de façon moderne. Sonia veut continuer à faire connaître les qualités de cette pierre qui résiste dans le temps pour finalement la rendre intemporelle. Réaliser leur propre court-métrage, c'est le défi que se sont lancés quelques Strasbourgeois. Cet après-midi, accompagnés par le réseau Tôt ou Tard et l'association Un Récit, ils vont se retrouver tous les premiers mercredis de chaque mois. L'enjeu, démocratiser la culture cinématographique et sensibiliser à l'image. Camille Roland. Raconter la vie de Johnny Hallyday, celle d'un homme qui rate sa fusée avant qu'elle n'explose, les réalisateurs du jour rivalisent d'imagination pour créer leur court-métrage. À partir d'aujourd'hui, tous les premiers mardis du mois, des ateliers créatifs d'éducation à l'image seront proposés à des personnes en difficulté par les associations Récit et Tôt ou Tard. Ce jour-là, c'est réalisation d'un petit court-métrage grâce à une table de mash-up. On a choisi 4 images en groupe, ça devait se coller entre elles pour raconter une histoire. La première étape, c'est de mettre les images entre elles. La deuxième, c'est d'incorporer des sons et des sons préenregistrés et puis ensuite après des sons qu'on fait soi-même. On est en train de faire un reportage avec des chanteurs qui se sont connus à l'époque. C'est un peu différent que comme on voit à la télé, quoi. Quand on voit à la télé, on voit le film, mais là c'est un peu différent. Par petits groupes, ils cherchent les meilleures images, celles qui auront un sens et leur permettront de raconter leur histoire. L'occasion de partager et de discuter, mais aussi de réfléchir sur le sens de l'image.
Le but de l'atelier, c'est d'appréhender le montage de façon ludique grâce à ce qu'on appelle une table mash-up qui en fait permet, grâce à des cartes qui sont labellisées avec des QR codes reconnus par une caméra, de poser des vignettes et de se délester de l'ordinateur et d'un logiciel professionnel pour faire du montage. Et à ça, on ajoute des cartes de son, des bruitages et puis une voix off avec un micro pour que des néophytes puissent réaliser un court-métrage. L'idée, c'est qu'on puisse s'emparer d'un outil qui normalement est compliqué et de réfléchir sur le sens des images, la polysémie des images, comment raconter une histoire, qu'est-ce que les images peuvent véhiculer. Le fait de conduire ces ateliers peut amener des jeunes ou même des adultes à prendre du recul sur les produits audiovisuels qui sont amenés à voir au quotidien. L'idée, c'est aussi de mélanger des publics différents, certains en situation de handicap visuel, d'autres en situation de fragilité sociale, pour qu'ils puissent passer outre leurs différences et construire ensemble quelque chose de positif. Les publics qui sont suivis par les structures adhérentes à Tôt ou Tard ont généralement plusieurs difficultés, que ce soit sociales, de logement, d'emploi, d'addiction, d'handicap. Et l'idée, c'est de faire de la culture un levier de réinsertion pour ces personnes, de lutter contre l'isolement et de leur apporter à la fois un mieux-être et une première marche pour leur réinsertion dans l'idée d'un vivre ensemble. Le mois prochain, les participants pourront analyser et critiquer des images avec un jeu de cartes grâce à l'atelier Les mots du clic. En quelques années, le hamburger s'est fait une place de choix dans les habitudes de consommation des Français, régulièrement consommé par plus de 80% de la population. C'est en se déclinant sous plusieurs formes qu'il s'est imposé sur toutes les tables. Alors, bien loin du fast-food, c'est une option gourmet et locale qui était à découvrir pendant la Coupe de France du burger à Paris. 3 candidats orinois se sont retrouvés en finale. Le récit avec Nora Bouriois. C'est une bataille qui se joue à coups de bretzel et minster. Les produits locaux, c'est le thème de cette finale régionale nord-est de la Coupe de France du burger 2019. Pendant 25 minutes, 5 candidats se sont affrontés et c'est un Orinois qui l'a remporté. Vers midi, le verdict est tombé. C'est Nicolas Gisler du Casino Barrière à Blotzheim qui remporte sa place pour la finale nationale. Mais les 2 autres candidats orinois n'ont pas démérité. Ils ont remporté l'adhésion du public sur les réseaux sociaux. On a un concept de fast-good, la restauration rapide mais de qualité. Et voilà, on a le soutien de toutes ces personnes-là. Et on a essayé tant bien que mal de faire honneur à notre région, à tous ceux qui nous suivent. Maintenant, nous, on ne baisse pas les bras. On reviendra plus fort l'année prochaine avec de nouveaux burgers. Et puis, toujours positif. C'est donc avec le Katzbar Burger que Nicolas Gisler a continué la course pour la finale nationale. Sa recette avait été élaborée en équipe par les cuisiniers du casino de Blotzheim. Après une longue délibération du jury, le verdict est tombé. Le Katzbar Burger termine 4e. La Coupe de France part en Ardèche. Un peu dégoûté, mais c'est le jeu. C'est déjà bien qu'on soit venu jusqu'ici, donc je suis content déjà. Tu fais quand même partie des 5 finalistes de la France. C'est ça, donc c'est déjà bien. Voilà, on essayera l'année prochaine. Malgré la défaite, les 3 chefs alsaciens comptent bien proposer leurs burgers dans leurs restaurants respectifs. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on termine ce JT en images et avec un peu de sport, Mathieu Champvillard. Magali Magaille, le point levé au bord des terrains, c'est une image qui appartiendra bientôt au passé. Joueuse et surtout entraîneur emblématique des volleyeuses mulhousiennes depuis 14 ans, elle passera la main à la fin de cette saison. Elle, qui a mené les Orinoises au titre de championne de France en 2017, deviendra manager général du club cet été et sera donc remplacée sur le banc. Il lui reste à boucler en beauté cette dernière saison et c'est bien parti. Avec 21 victoires en 22 matchs, les Orinoises sont plus que jamais favorites pour le titre de championne de France.
Voilà, merci beaucoup Anna pour ce JT. On accueille le plateau. Venez Tanguy Flores nous rejoindre avec Sabrina Keller. Marc Keller, le président du Racing Club de Strasbourg, est avec nous. Et joueur emblématique Jonas Martin qui nous rejoint. Egon Guindorf, le président d'honneur, est déjà sur ce plateau. C'est sûr que quand il y a une Coupe de la Ligue, il l'avait ramené en 2005. Il vient sur ce plateau et en 2019, la voici. Elle est juste ici. On est très fiers ce soir de vous la présenter. On en parle juste après le temps en Alsace. Synchro, c'est nouveau et près de chez vous. 3 métiers rassemblés, un objectif partagé, gagnez votre sérénité. Pour nous connaître, synchro-imo.fr. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine ensemble. Et je ne ramène pas que de bonnes nouvelles puisqu'en ce mercredi matin, la pluie sera de la partie quasiment partout, sauf si vous êtes près de Colmar ou à Bâle. Côté température, elles sont relativement douces dans la matinée, 7 degrés à Saverne, 9 degrés ce sera la maximale à Strasbourg et 8 degrés partout ailleurs. Que va-t-il se passer dans votre après-midi ? Pas de changement de décor, toujours beaucoup de pluie, elle envahira également la région de Colmar et toujours beaucoup de nuages si vous êtes dans le nord de la Suisse. Les températures, ça grimpera pas beaucoup. 8 degrés du côté de Saverne, 10 degrés ce sera la maximale à Brumat et Colmar. 8 degrés, on les retrouve du côté de Bâle et partout ailleurs, 9 degrés. Que va-t-il se passer en ce jeudi ? Toujours de la pluie en Alsace et chez nos voisins allemands, toujours un temps très nuageux chez nos voisins suisses et des valeurs qui iront entre 6 et 9 degrés dans votre après-midi. En ce mercredi, nous célébrons les Richards. Bonne fête à tous. Le soleil se lèvera à 7h03 pour nous dire au revoir à 20h. Et 1 minute. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. Synchro, c'est nouveau et près de chez vous. Venez nous rencontrer à Strasbourg, à Guenot, Mulhouse et bientôt à Colmar ou sur synchro-imo.fr. Et ils l'ont fait. Ils ont ramené la Coupe de la Ligue ici à la maison, à Strasbourg. On est avec Marc Keller, le président du Racing Club de Strasbourg-Alsace. On est avec Jonas Martin. On est ravis de vous accueillir. Ça va, Jonas ? Ça va très bien. Oui, voilà, merci. ça s'est bien passé le match ? Oui. Du côté de la tribune, vous allez tout nous expliquer. Ça fait quoi ? On est mercredi aujourd'hui, ça fait 4 jours, Marc Keller, que vous avez ramené la Coupe. J'imagine la pression que vous avez dû avoir. 4 jours après, on se sent comment ? On est comment ? Toujours un grand bonheur. C'était pas, je l'avais dit, un objectif en début de saison, d'autant plus que le tirage avait été très difficile. On a joué Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux. Ouais. On a la chance en plus que Guingamp batte le PSG. Donc il restait une finale, Guingamp-Strasbourg, très équilibrée. Et c'est nous qui avons emporté la coupe. Voilà, Jonas, état d'esprit 4 jours après, quand vous êtes avec vos copains, vous vous dites quoi ? Qu'est-ce qui ressort ? Non, on savoure encore, même si demain il y a un match important. Mais c'est vrai qu'on a du mal à y croire. Et surtout quand on entend nos proches à côté de nous. Mais c'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir partager ce moment avec les supporters et tout le club. Voilà, vous étiez dans la liste des 23 qui est allé à Lille. Alors que vous êtes blessé, on savait de toute façon que vous ne joueriez pas. C'est un cadeau du coach et un cadeau du président de vous dire « Attends, t'es co-capitaine, t'as super assuré, tu viens avec nous. » Non. Je pouvais être sur le banc des remplaçants. C'est juste un choix du coach. Après, il a pris les joueurs qui étaient le plus aptes et les meilleurs, donc moi j'ai respecté ça. Je suis obligé de le couper là. Ouais. C'est pas totalement exact. Il était blessé depuis 2 mois. Mais oui. Il est à 10 jours de jouer. Il va peut-être faire son premier match avec la réserve ce week-end peut-être. Il lui manquait 10-15 jours pour être totalement prêt. Ça a été un joueur très important sur les 8 premiers mois. Malheureusement, c'est Monaco. C'est ça. Jonas, il s'est blessé, il a été opéré. Il a raté la finale, mais Thierry Loès souhaitait absolument que son groupe de 23 soit là. Et Jonas aussi, même s'il ne pouvait pas jouer. Alors, il y a un but, évidemment. Forcément, vous doutez qu'on va en parler. On regarde les images, tiens, et je les fais réagir après. C'est parti. Il y a Jonas qui est mort de rire en voyant les images. Il faut nous expliquer, Jonas. Non, c'est parce qu'il ne savait pas s'il devait la tenter ou pas, parce que c'est un geste, c'est vrai, quand on le marque, c'est beau, mais quand on le manque, on se fait souvent critiquer, et le coach n'apprécie pas ça. Donc il hésitait encore juste avant de le tirer, il est venu me voir et moi je lui ai dit de foncer parce que j'ai confiance en Dimitri, en son pied gauche, et voilà, il a marqué, c'est beau. Et quand Marc a vu ça, qu'est-ce qu'il a pensé ? Moi je me suis dit, en plus moi j'aimais pas les pénaltys. Nom de Dieu. Non, il est fou, mais en même temps, Dimitri Liénard, Jonas le sait,
c'est la fraîcheur, c'est l'insouciance, c'est aussi sa force. C'est lui qui a mis ce coup franc incroyable l'année dernière. Qui a fait monter et là, je sais qu'il avait parlé avec Jonas et Kenny, je crois, et vous l'avez un peu encouragé à le faire. Moi, je trouve ça... Vous joueurs, vous l'auriez fait? Non, moi, je ne l'aurais pas fait. Non, mais Marc déteste les pénaltys. Je déteste les pénaltys, mais ce que Dimitri a fait, c'est un geste incroyable. Mais je trouve, très sincèrement, bravo quand même à tous les joueurs qui ont eu le courage d'aller tirer. Parce que quand on joue un trophée sur un pénalty, il faut avoir du cran et ils l'ont eu. Alors on sait qu'on a tous vu le match évidemment, match creux, hein, c'est à la rigueur. Même vous Lionel? Mais oui, mais j'étais pas à Lille, mais j'étais devant ma télé. Match insipide, sauf que vous ramenez la coupe et c'est uniquement pour moi le résultat qui compte. Quand vous avez vu le match, vous président, vous vous dites quoi? Ça avance pas, il faut qu'il y ait des occasions. Alors je pense que le match a été moyen, c'est vrai techniquement, mais on s'est entraîné, enfin les joueurs se sont entraînés la veille sur le terrain, Jonas, et tout le monde a reconnu que la pelouse n'était pas de bonne qualité. À Lille. Ouais. La balle, c'est une balle spéciale aussi qui n'a pas été vraiment adaptée pour les joueurs. Et c'est vrai qu'on a fait un match très équilibré, un match moyen. Mais je trouve que Thierry Laurey a dit une bonne phrase à la mi-temps. Il a dit « c'est pas grave, c'est difficile, mais plus le match va passer, plus le Racing va prendre le dessus ». Et je trouve que les joueurs et le staff ont vraiment fait ce qu'il fallait. C'était pas la plus spectaculaire des finales, mais le trophée est bien chez nous. Voilà, il y a eu une autre belle occasion quand même, voilà, qui aurait pu rentrer le but. On se dit quoi quand on voit les prolongations, que le temps passe, que le scénario des pénaltys c'est plutôt favorable, Jonas, ou pas favorable pour nous? C'est un peu la loterie les pénaltys, donc c'est du 50-50. Après, par rapport à la physionomie du match, j'étais content qu'on aille au pénalty sur la fin des prolongations. Je sentais que Guingamp avait un peu plus de fraîcheur. Mais je savais qu'on allait gagner si on allait au pénalty. Pourquoi? Parce qu'on rate rarement les pénaltys déjà. On a des bons tireurs et surtout on a un grand gardien, un spécialiste. Il était chaud, il en a arrêté un en plus. Hein. Exactement. Voilà, c'est match formidable. Un petit mot sur Liénard, on a vu Sapanenka tout à l'heure. Hein. Est-ce que c'est pour vous, Marc, avec tout le passé en fait, de ce club, de savoir d'où il vient, est-ce que c'est un joueur un petit peu symbole, Liénard, de la renaissance du club? D'une manière générale, moi je pense que les clubs doivent s'appuyer sur l'histoire. On en parlera évidemment avec Egon, mais aussi sur les joueurs qui nous ont accompagnés depuis quelques années. Je me souviens quand on l'a recruté en national la première année, il était à Mulhouse en CFA. C'est une histoire incroyable, comme Jérémy Green d'ailleurs. Et je crois que tous les joueurs qui arrivent, quand on a recruté l'année dernière Jonas au Betis de Séville, pareil, il faut comprendre l'histoire d'un club pour vraiment comprendre ce qui se passe. Et Dimitri compte, comme Jonas compte aujourd'hui, comme d'autres, mais il a un parcours quand même très particulier. C'est votre deuxième coupe, hein. Vous étiez manager général en 2005, 2019 vous êtes le président. Elles ont les mêmes saveurs, ces coupes de la Ligue? Oui, il y a le président à côté, hein. Egon Guinor, vous avez le droit de parler si vous voulez dire un truc là-dessus. Hein. Non, je trouve que quand on voit les vainqueurs donc Strasbourg cette année et les 5 dernières années, on le voit, c'est écrit dessus, c'est le PSG. Oui, alors voilà. Alors ça, c'est très drôle parce qu'ils ont eu le temps de le graver. Vous êtes parti avec la coupe de Lille, donc on voit les deux dates. Et toutes les autres clubs qui ont gagné, c'est que le PSG. C'est que le PSG les 5 dernières années, ce qui veut donc dire... Et ce matin, je lisais un article assez intéressant de l'équipe de Jean-Michel Aulas qui disait, ce soir, il joue la demi-finale de la Coupe de France contre Rennes, Lyon-Rennes, et il dit, je voudrais absolument aller en finale parce que depuis 2014, Lyon n'a pas été en finale. Ce qui démontre bien que même pour un grand club comme Lyon, c'est pas facile d'aller en finale, donc a fortiori pour Strasbourg. Donc je trouve que c'est vraiment une aventure incroyable, mais qu'on doit à l'entraîneur, aux joueurs et à tout le staff. Et je vous repose la question quand même sur les émotions 2005-2019, est-ce que c'est la même saveur, hein? Écoutez, en 2005, on l'a gagné, j'étais très heureux et très très heureux pour Egon. Je sais que c'était quelque chose, on en parlera après, c'est un amoureux dingue du Racing, je sais ce que ça représentait ce titre. Et j'étais plus heureux presque pour lui que pour moi. Voilà. Les copains. Ah ben vous savez quoi? C'est Femmes de foot qui va prendre la suite. On parlera évidemment des supporters. On a encore plein d'images à vous montrer dans quelques instants. Mais Sabrina Keller a préparé une interview de Egon Guindorf. Je crois que vous vous connaissez plutôt bien. C'est Femmes de foot et c'est parti. Mesdames, nous avons les voitures que vous adorez. Réservez votre essai chez Caravenu, partenaire de Femmes de foot. Voilà, Femmes de foot avec des gens d'exception. Chaque semaine, j'ai un peu dévoilé la personne aujourd'hui. Vous m'en voulez pas, c'est 100% foot. Hein. Non, pas du tout, c'est 100% foot, c'est 100% Racing, donc je suis super heureuse. La seule nana sur le plateau, avec la coupe et les garçons. Non, un grand coup de cœur ce soir pour un homme incontournable dans l'histoire du Racing, Egon Guindorf. C'était évident de l'inviter parce que sans lui, on ne serait pas là.
ni Jonas, ni personne. Vous êtes un entrepreneur allemand, il n'est pas alsacien, Egon. Vous arrivez en Alsace dans les années 70, passionné de foot. Vous vous abonnez au Racing en 72. Alors c'est là que c'est le coup de foudre pour ce club, une grande histoire d'amour qui commence, Egon? Je dois peut-être corriger un tout petit peu la phrase que je suis allemand et pas alsacien. donc vous êtes le plus allemand des Alsaciens. Je vis 50 ans en Alsace, donc je me sens... Mais je suis né Sarrois, et Sarrois, c'est un petit pays que tout le monde connaît plus ou moins, un petit voisin de la Lorraine. Et la Sarre était quand même un département français depuis Napoléon et puis après. Donc, et ça a changé après. Donc c'est un petit peu le même sort au dessin que les Alsaciens et les Lorrains avaient avec le changement de aller-retour. Egon, on vous donne votre passeport alsacien. Ouais, ça y est. Ça, c'est bon. Voilà, je merci. pense qu'on peut. Donc, je suis très heureux de vivre en Alsace et de me sentir un peu comme Alsacien. Totalement. En 1990, alors vous allez passer par toutes les étapes, hein, sponsor, actionnaire, vice-président du conseil de surveillance pendant quelques années. Mais en mai 2003, alors là, vous rachetez le club avec vos copains, Pierre Schmitt et Marc Keller. Vous êtes vraiment le sauveur du Racing à ce moment-là. Ah, c'est le sauveur, je crois. Ça, c'est un grand mot à dire, mais c'était en effet une situation qui était assez pénible, assez dangereuse. Je me souviens que à l'époque, c'était le Mecamac, la compagnie américaine qui est très connue, très importante. Il y en avait marre, carrément marre. Après un certain moment, ils n'ont pas rempli les espoirs qu'on avait avec eux en Amérique. Et puis, ils ont fermé les caisses. Le résultat, mais réellement fermé les caisses. Et je me souviens très bien, c'était le 27 ou 28, fin du mois. Et puis, ça y est, j'étais à l'époque au conseil de surveillance. Les caisses étaient fermées, pas de salaire. Alors là, jour et nuit, on a commencé à discuter. Et puis, finalement... on aime le Racing. Et ça ne peut pas permettre que ce Racing, il coule dans les mains des Américains et nous sommes là, les Alsaciens, on n'en fait rien. Pas possible. Alors parce qu'on a la sensation que le club a été racheté pour 1 euro. En fait, il y avait 11 millions de pertes. Voilà, donc c'est bien de le rappeler. Ça a été très compliqué, oui, parce qu'on croit que c'était 1 euro. Ouais. Votre présidence, Egon, elle est marquée par l'idée de la famille. Je sais que Marc est très attaché. Il essaye de faire en sorte que votre héritage continue. Pour vous, c'est important, la solidarité, l'harmonie. Vous parlez de la famille Racing. C'est vous qui l'avez créée, cette famille Racing? Une partie, par mon esprit peut-être, la façon d'être en général, c'est ma nature. Mais disons, gérer le club de football comme une affaire, c'est pas évident. L'un d'ici, l'un de là. Moi, je suis d'avis, il faut être tout près des gens. D'abord, des joueurs, très important, qu'on a un certain contact. Pas trop près, mais quand même qu'on le sait, on sait quelque chose sur eux. Ensuite, c'est le plus important, après les dirigeants, bien sûr, qui ont une certaine responsabilité, qui ne sont pas toujours très faciles, c'est les groupes, les fans, etc., qui sont là. Je crois qu'un club ne peut pas exister sans les fans. Quand il n'y a pas de l'ambiance, c'est mort, et puis bon. Vous dites que vous avez créé une longue amitié, finalement, avec les supporters. Ils ont maintenant la soupe d'Egon, on va voir quelques images. La soupe d'Egon. Oui, c'est la soupe d'Egon. Il y a les images là qu'on diffuse. C'est important pour vous, cette amitié que vous avez créée. Mais c'était un besoin. J'ai passé plusieurs matchs en plein chez les supporters. Et puis ça se développait comme ça. On devait quand même faire quelque chose. Ils sont toujours fidèles, ils sont là. Ils offrent beaucoup de temps au club pour préparer les soirées, en dessinant des nouvelles choses et puis apprendre des chansons, etc. Voilà. Vous êtes très respectueux des fans, des supporters. Oui, c'est ça. Depuis le début, moi j'étais 20 ans avant de rentrer dans le Racing, vraiment, dans la direction. On voit qu'il les aime vraiment. En décembre 2005, vous allez quitter le club pour des raisons de santé. On connaît la descente aux enfers du Racing, on ne va pas en parler aujourd'hui. Un dépôt de bilan quand même. Et en mai 2012, vous vous faites avoir, comme moi, parce que vous avez un coup de fil de Marc qui vous appelle pour vous dire quoi? Parce que ce coup de fil, il est très important. C'était une coupure de 7 ans que je n'étais plus au Racing, après le désastre avec le groupe qui a fait passer vraiment une série de présidents.
à la retraite, à Monaco, où je vis actuellement. Vous étiez peinard, hein? Et puis, je voyais la vie tranquille, plus rien n'avait football. J'étais plus au Racing de 7 ans. Je pas visité. Alors, j'avais quand même un grand ami dans le Racing. Voilà, il est à votre gauche. Ouais, il est là à ma gauche, et puis un coup de téléphone. Parce qu'il était à Monaco, on se voyait quand même régulièrement, on changeait quand même quelques idées sur le Racing. Mais pas l'idée de reprendre le club. Et qu'est-ce qu'il vous dit, Marc, au téléphone? Il a dit, Egon, on a une proposition, c'est le maire qui m'a téléphoné, on a un problème avec le Racing. Il a proposé qu'on reprend le Racing sous des conditions très positives, que la ville veut nous aider, mais il faut une bonne base. Et vous pensiez qu'il fallait dire non, Egon, il fallait dire non. Et mais il fallait dire non, mais disons, j'étais fatigué à retirer, mais tu dis ça aujourd'hui avec la coupe. Ouais. Parce que je tiens à dire qu'il parle de la maison, il me dit je vais les écouter, mais je ne reprendrai jamais le Racing. La proposition s'est tombée comme une masse. Je me disais comment tu pouvais rien faire ce temps. Marc, quand vous entendez ça vous touche? Disons, ça s'est passé comme ça. Quand j'ai quitté la maison, j'ai dit à Sabrina, mais pourquoi la collectivité veulent te voir, ou la mairie? Je dis, je pense un petit conseil par rapport au Racing. Elle me dit, mais tu reprendras pas. Je dis, jamais. Et j'y suis allé au rendez-vous, et vu la situation, en sortant, la première personne que j'ai appelée, c'est Egon. Et j'ai dit, écoute Egon, voilà le rendez-vous. Si on ne reprend pas, le club va déposer le bilan une deuxième fois. Et la deuxième personne que j'ai appelée, c'est Pierre Schmitt. Et j'ai dit, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Et les deux m'ont dit, Marc, on ne peut pas laisser tomber le Racing. On va pas laisser trop parler, parce que sinon on en a pour la nuit. Regardez surtout cette coupe là maintenant. Voilà, c'est aussi le résultat de cette amitié, de ces prises de risques que ces hommes sont arrivés à faire et à créer comme ça un groupe. On va marquer une toute petite page de pub. On va revenir, on aura encore un petit peu de temps avec nos invités et on retrouvera évidemment Tanguy Flores. C'est parti. Retour sur le plateau de 24 ans en Alsace, on parle bien sûr de cette coupe de la Ligue avec nos invités, avec Egon Gindorf, avec Marc Keller, le président, avec le co-capitaine. On n'a qu'une envie, c'est de vous revoir rejouer, Jonas. Hein. Ah ben moi aussi. Ouais, vous commencez à vous ronger un peu les sangs. On va voir ce public qui a porté le club. Regardez ces images parce que c'était phénoménal. On peut être super fiers. Il n'y a pas eu de heurts, ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Jonas, vous, à ces gens qui vous supportent, qui vous attendent aussi et qui ont envie de vous revoir sur les terrains? Non, déjà les remercier pour... ils ont toujours été là, je me souviens de la saison dernière où on a connu pas mal de coups durs et ils ont toujours été là à nous supporter. Donc déjà un grand merci pour ça. Et ensuite, il faut être patient. Il faut être patient parce qu'on va éviter une nouvelle rechute. Donc, vous avez quel âge, hein? 29 ans bientôt. D'accord, donc là vous êtes plein pot, dans 10 jours. Peut-être PSG, ce sera peut-être pas ça ce dimanche, hein? Ça va être compliqué, ouais. Encore. Ouais. Vous sortez de l'entraînement quand même, on est en direct, il est 19h34, vous étiez quand même avec vos copains. Et on va juste passer, c'est juste pour le joke et le fun, c'est Nagui, vous l'avez vu à Taratata, qui était avec Zazie, et il a rendu un hommage aux gens du Racing, au public du Racing. Regardez. Si moi je dis merci, tu crois qu'ils vont me répondre de rien? Essaye. Merci. J'adore l'idée. C'est magique. Ah ouais, j'adore. C'est magique. Encore une fois, un clin d'œil à Strasbourg, parce que c'est à la Méno que le Spectre, puis au Bayern Dominique aussi, s'amuse à faire ça, à parler, à répondre au public, mais en complicité. Au public de la Méno. Ouais, c'est génial. Top. Voilà, c'est top. Avant qu'on retrouve Tanguy, je sais, Sabrina, que vous aviez une question encore à poser à Egon Gindorf. Ouais, j'avais une dernière question, Egon. Si vous aviez un mot à dire au président Marc Keller, ce serait quoi ce soir? Moi, je dirais que reste capitaine du Racing Club de Strasbourg aussi long, le Racing est en bonne santé et il aura des grands succès. J'aurais jamais dû poser la question. Voilà. Capitaine voulait dire président. Je l'appelle capitaine, comme ça, c'est le tout un peu inclus. Voilà. Est-ce que Marc Keller, c'est un peu la technique Egon Gindorf, hein? Ça, je ne me permettrai jamais de dire, mais je crois qu'il y a une certaine influence qui est quand même là. Voilà, sur le respect, c'est comme on dit à Marc, bravo pour le travail que tu as fait. La première réponse de Marc, c'est de dire ouais, l'équipe vraiment a été bien, etc. Comme vous tout à l'heure finalement. Si, il a un super show.
Et une équipe ne tombe pas du ciel. On commence à faire 15, 17, 18, alors l'année prochaine on joue 3-4. Alors il faut pratiquement 5 ans pour être à peu près à la hauteur pour gagner quelque chose d'important. Marc, qu'est-ce qu'il vous a apporté, Egon Guindorf? Egon nous a apporté, je pense, l'esprit. Je trouve qu'on a un budget correct. En France aujourd'hui, c'est 40 millions, mais évidemment que 40 millions, c'est un budget correct, mais qui ne permet pas de... Et il faut amener quelque chose de plus. La qualité chez les joueurs, évidemment, chez l'entraîneur, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Mais à côté de cette qualité-là, je pense que dans l'ADN du club, c'est aussi l'état d'esprit. C'est ce qu'on essaie d'inculquer à tout l'environnement depuis des années. Et je crois que la force du Racing, justement, c'est d'avoir un climat très apaisé, en interne, en externe, et avec un public formidable. Juste très rapidement, Marc, la Coupe, c'est vachement bien. Est-ce que le parcours européen, c'est pas mieux? Est-ce que ça va pas développer Strasbourg, l'économie du club de Strasbourg par les 40 millions? Est-ce que ça va être en plus de se dire que dans quelques mois, vous serez européen? Alors, Tanguy, évidemment, c'est une étape importante pour le club, mais on n'est pas encore en Coupe d'Europe. On a 2 tours préliminaires, il y a des tours préliminaires, un barrage. Quand même. Mais évidemment que c'est inattendu. Mais chaque année, avec les dirigeants, on préparait un double budget, souvent National Ligue 2, puis Ligue 2, Ligue 1. L'année dernière, on faisait Ligue 1, Ligue 2, on ne savait pas. Et cette année, on prépare un budget Ligue 1 et Ligue 1 Coupe d'Europe. La Coupe de la Ligue va rapporter 2,7 millions d'euros. Oui, ça c'est brut parce qu'il y a quand même des frais, il y a des primes, c'est pas net. Mais en tous les cas, ça a été une somme. On peut tabler sur 2 millions que vous aurez en plus. Net, c'est beaucoup moins. D'accord, et qu'est-ce que vous allez en faire? Ça rentre dans le budget Ça va intéresser Jonas. Voilà. Jonas va se dire avec qui je vais jouer aussi. Ça veut dire qu'il y a des nouveaux joueurs. Quoi. Non, évidemment qu'on essaiera encore une fois d'améliorer l'équipe. Ça, c'est des décisions très importantes. D'essayer de faire un bon bilan, comme on a fait l'année dernière, rajouter de la qualité et toujours essayer de progresser. On rappelle le budget de Paris, juste à côté du parcours que vous avez fait, 40 millions Strasbourg, Paris, on est à... On peut dire 500, 600 millions. C'est incroyable, c'est phénoménal. Ça doit être 250 ou 300. Jonas, d'être européen, on a bien compris qu'il y a des guillemets à mettre parce qu'il y a des barrages, etc. C'est compliqué, mais c'est quelque chose qui est important pour le joueur que vous êtes et pour l'équipe en général. Oui, bien sûr. Personnellement, j'ai jamais joué cette coupe-là, donc ça va être une première, mais comme le président l'a dit, on n'y est pas encore. Mais c'est sûr que quand on est joueur de foot, on aspire à jouer au plus haut niveau et ça en fait partie. Vous avez envie qu'il y ait des recrutements l'un ou l'autre dans l'équipe? Après, c'est pas moi qui gère. On a déjà un très bon groupe, mais c'est sûr que comme le club fait chaque année, ils essayent de progresser de partout. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Bon, vous restez avec nous. Oui, pour terminer, ce que je voulais dire aussi peut-être par rapport à la Coupe de la Ligue, c'est que tous les 30 000 Alsaciens qui sont venus à Lille se sont comportés d'une manière remarquable. Et sur toutes les chaînes de télé et de radio, tout le monde dit Strasbourg a été top, exemplaire dans l'enthousiasme, mais en même temps la sécurité. Tout s'est bien passé. Et ça, je trouve, ça donne une image merveilleuse de Strasbourg et d'Alsace. Ah, on a un public tout à fait à part qui a été encensé sur Téléfoot il n'y a pas très longtemps. Allez, 30 secondes pour vous. Un petit peu de chap, jingle, c'est parti. Alors, tu avais préparé, Tanguy, plein de choses. Oui, et il me reste 20 secondes. Merci, Sabrina. Non, alors tu vas parler du régional de l'étape. On sait que c'est un gars qui adore le foot. Matt Pokora. Ouais. Matt Pokora, sa grosse journée à lui, c'est le 11 avril à Strasbourg. Et ça fait plusieurs jours que ça buzz sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce qu'il a décidé le 11 avril de présenter son nouvel album, Pyramide, à Strasbourg. Il va y avoir une cérémonie place Broglie. Il paraîtrait même qu'il y aurait des copains sportifs à lui qui viendraient, alors peut-être des joueurs du Racing, je ne sais pas, vous allez peut-être nous le confirmer. Il adore le Racing. Voilà, il adore le Racing, il a supporté le Racing, etc. Donc voilà, il fait le buzz avec ça en ce moment. Il va y avoir une rencontre avec des jeunes des quartiers. Il va y avoir une rencontre avec ses fans également. À la Fnac Strasbourg, à partir de 19h, ce sera blindé. Il faut se dépêcher puisqu'il faudra y avoir un petit bracelet pour pouvoir accéder à ça. Et c'est une avant-première nationale. Le régional de l'étape est venu à Strasbourg il y a quelques années. Il a reçu une médaille d'honneur de la ville parce qu'il fait rayonner à sa manière la culture à Strasbourg. Et donc là, il a décidé de rendre hommage à Strasbourg. Il sera reçu par le maire, par les associations locales et puis par certainement des milliers de fans. Donc le 11 avril, si vous êtes à Strasbourg, il y aura du monde. Ce sera pour Matt Pokora. Voilà, fan du Racing Club de Strasbourg. Voilà. Après cette photo, j'ai demandé en régie de trouver la statue Marc Keller. Il y a eu plein de premières, plein de poissons d'avril hier. Quand vous
vous avez regardé l'Instagram de votre épouse, voilà la photo. Elle est bien faite, faut reconnaître. Alain Fontanelle s'est bien marré à la mettre à peu près partout. Ça vous a fait marrer de voir ça, Marc ? C'est la rançon du succès, quoi. Ça m'a fait rigoler, mais c'est le 1er avril. Mais ça veut quand même dire, l'image est quand même forte, le symbole est quand même fort, ça veut quand même dire qu'il y a une reconnaissance du terreau local pour le travail que vous effectuez. Ce qui est reconnu, c'est que le Racing est une institution. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est le bonheur que les joueurs ont apporté avec ce trophée à tous les Alsaciens. On s'est promené à Lille avec Sabrina, les enfants, ce week-end, c'était exceptionnel. Surtout après les attentats, parce que beaucoup oui. de gens... Et je trouve que voir la place Kléber, comme on l'a vu dimanche, pour accueillir ce que les joueurs ont fait, ça change du mois de décembre qui a été tellement triste pour Strasbourg. Et je trouve que c'était une image incroyable de voir le soleil, le bleu, les jeunes, les familles, les enfants, les filles, les garçons faire la fête. Plus aimé encore qu'avant, j'ai le sentiment que tout le monde est derrière. Voilà, sous votre présidence, et je dis ça très amicalement, mais surtout très sincèrement, il y a eu un bond sur la communication, il y a eu un bond sur l'empathie qu'on a vis-à-vis du club. Quoi. Vous savez, Lionel, la communication, c'est une chose, la vérité, c'est de progresser, travailler humblement, discrètement, avoir des résultats aussi, ça aide. Et c'est ce que les joueurs... Parce que nous, on peut faire ce qu'on veut, les dirigeants, en réalité... Ce qui est le plus important, c'est la locomotive. La locomotive, ce sont les joueurs et l'entraîneur. On n'oublie pas le côté cœur de nos joueurs du Racing. Ils sont très investis à l'association. Allez, ils on a font deux petites photos, si on peut les saluer rapidement. Jonas qui fait un super boulot. Beau gosse, évidemment, là-dessus, avec le t-shirt de fan de foot. Beaucoup de cœur, donc je les remercie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Bon, Jonas, on croise, il nous reste 20 secondes, on croise les doigts. Retour dans 15 jours. Ça sera bon pour vous ? Ça sera bon. Voilà, et vous avez vu le nombre de supporters qui vous attendent. Voilà. Egon Guindorf, ça a été un plaisir de vous accueillir et bravo pour ce que vous avez fait et la transmission avec Marc Heller est formidable. Je suis très honoré. Et nous aussi. Merci pour avoir ramené la coupe. Merci Sabrina, fan de foot. Ça je sais pas, on va en parler après. Merci Tanguy. On referme cette heure d'actualité avec une belle initiative. Ça s'est passé dans les collèges du Bas-Rhin. C'est apprendre aux jeunes tout simplement les gestes qui sauvent. C'est le tour des cantons. Moi je vous dis à demain 19h. Il faut juste que vous sachiez que vous faites dans la limite un quart d'heure. Il faut vraiment que vous soyez vraiment bien à l'aise. 30 compressions, puis 2 insufflations. Une séquence à répéter jusqu'à l'arrivée des secours. Veillez à être bien installé car il ne faut pas s'arrêter, sauf si la victime se remet à respirer normalement. Ces jeunes collégiens seront peut-être vos futurs anges gardiens. Ils apprennent les gestes qui sauvent au programme massage cardiaque, position latérale de sécurité, utilisation d'un défibrillateur. La première des choses, c'est se protéger soi-même comme intervenant, mais aussi protéger les autres. C'est aussi être capable de donner un message d'alerte clair, concis, précis, de le donner rapidement et de pouvoir secourir, de faire des gestes comme par exemple mettre en place un garrot lors d'une hémorragie, d'être capable de faire un massage cardiaque pour une personne qui est en arrêt cardiaque, de faire une position latérale de sécurité pour une personne inconsciente qui respire, voilà, des choses très pratiques. C'est une formation pratique qui a vraiment pour vocation d'être utile aux élèves et au plus grand nombre possible. Très bien. Donc le principe, c'est toujours pareil. Inconsciente, mais qui respire. À votre avis, pourquoi je vais basculer la tête en arrière et je vais faire une élévation du menton ? En toile de fond de ces formations, les événements tragiques tels les attentats, mais aussi le besoin d'avoir des personnes sachant réagir au quotidien face aux urgences. Avant que le secours ne vienne, avant que les pompiers ne viennent ou que le SAMU ne vienne, il s'écoule un temps. C'est ce temps-là qu'il faut meubler pour sauver. Parce que sinon, le temps que les secours vont venir, on va dire, admettons que ce soit 5-10 minutes selon l'endroit ou de la caserne, le pompier n'a pas perdu une seconde, ces 5-10 minutes peuvent entraîner ou la mort ou des séquelles très lourdes au niveau du cerveau. Aujourd'hui, c'est le tour des 4e du collège du Ried à Bischheim. D'ici la fin de l'année, 55 collèges vont recevoir les formateurs du SDIS. Initié l'année dernière avec 12 établissements, le dispositif monte en puissance. Au conseil départemental, on espère bientôt voir l'ensemble des classes de 4e du département recevoir cette initiation. Le conseil départemental du Bas-Rhin est très attaché à contribuer, à côté des équipes enseignantes, à faire demain de nos collégiens des citoyens actifs, engagés et responsables. Être responsable, c'est aussi connaître les gestes qui sauvent. Connaître les gestes qui sauvent, il n'y a pas de secret, il faut passer par une petite formation
Et c'est là que nous avons décidé, bien sûr, de nous tourner vers le service départemental d'incendie et de secours, plus connu sous le nom de SDIS, les pompiers qui ont la charge de la sécurité et la protection de la population. C'est un numéro où tout le monde peut répondre. Au service départemental d'incendie et de secours, on espère ainsi voir une culture du secours s'infuser dans la population. Former la jeunesse, c'est préparer l'avenir. C'est pas simple. Vous avez quelqu'un par terre qui est blessé, qui saigne, il faut oser. Ah ben ça, c'est une culture, et cette culture-là, c'est vers la jeunesse. Et je voudrais en cela espérer qu'il y aura une pérennité de ce dispositif, aussi bien dans le Bas-Rhin que dans l'ensemble de la France. Ces 15 élèves suivent, eux, une formation renforcée. Ils sont déjà formés au secourisme et peuvent intervenir en cas d'urgence. Le collège de la Broque est un des 3 établissements barinois à accueillir une classe de cadets de la sécurité civile. Tous les 15 jours, on leur présente les métiers de la sécurité civile, donc pas forcément que les pompiers. On leur présente par exemple les démineurs, la police, la gendarmerie. Aujourd'hui, c'est le SAMU. On va les emmener à la base hélicoptère, enfin des choses comme ça. Et en même temps, l'utilité pour le collège, c'est de les récupérer en tant qu'assistants de sécurité. Donc en cas d'évacuation du collège, par exemple, ils vont être insérés dans le dispositif de secours et de sortie du bâtiment, au même titre que les professeurs, par exemple. Alors ce qui est important, c'est les valeurs d'aide aux autres. Et surtout le panel de métiers de la sécurité civile. Donc comme je disais, pas que les pompiers. On peut leur donner l'envie d'aider les autres en choisissant un de ces métiers. Ouais. De faire envoyer un équipage. Voilà. Mais un équipage de quoi? Du SAMU. Donc voilà, on voit un SAMU. Aujourd'hui, c'est une équipe du SAMU de Strasbourg qui vient présenter son travail. Les jeunes découvrent le matériel, les métiers, mais aussi l'importance de la chaîne de secours. Attention, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il ne faut pas encombrer les lignes avec des situations non urgentes. L'objectif, c'est qu'eux retiennent qu'ils peuvent nous faire confiance pour les urgences vitales. C'est notre problématique. Pour, on va dire, les urgences, on va dire retardées qui doivent aller à l'hôpital, mais que tout ce qui est du conseil médical, de la médecine générale de base, ce n'est malheureusement pas de notre fait théoriquement. Et ça peut être géré par le médecin généraliste ou par le médecin libéral. Vous avez déjà vu dans les films. En plus des cours théoriques et des exercices pratiques, les cadets sont aussi impliqués dans les exercices des sapeurs-pompiers. Ce matin à Strasbourg, ce n'est pas la Zombie Walk, mais un exercice grandeur nature. Une quarantaine de jeunes issus des classes de cadets du département ont fait le déplacement. Alors ça ne fait pas partie du programme, mais c'est vrai qu'on s'est aperçu que ça pouvait être intéressant de les inclure. Et en fait, ils font office de ce qu'on appelle chez nous les plastrons, enfin les fausses victimes en fait. Et ça leur permet aussi de voir d'autres casernes, de voir d'autres façons de travailler sur des exercices qui sont de grande ampleur. Donc là, effectivement, la semaine dernière, c'était sur un accident de bus à la caserne ouest à Strasbourg. Au service départemental d'incendie et de secours, on espère en tout cas trouver dans ces jeunes collégiens les futurs professionnels de la protection civile.